Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du Guillotine Podcast. L'invité du jour est champion d'Europe de Vale Tudo, champion MMA chez IFC, head coach de la Free Fight Academy, matchmaker chez Hexagon MMA, mais surtout pionnier du MMA. En France, nous parlons de Monsieur Mathieu Nicourt. Mathieu, comment ça va? Ça va bien Arnaud, merci beaucoup de ton intérêt, de m'avoir invité. Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, deux fighters de la Free Fight Academy vont combattre à Samouraï MMA 11 à la TOU de Montréal le vendredi 30 août. Alors, on a Abdul Hussein Kill de la Free Fight Academy qui affrontera Camillo Aveyan de chez H2O MMA qui effectuera ses débuts pro. Et on a aussi Ion Scobiala de la Free Fight Academy qui affrontera Olivier Poisson de chez H2O MMA aussi, qui lui aussi effectuera ses débuts pro. Est-ce que tu peux nous présenter tes deux combattants, s'il te plaît? Oui, alors c'est deux combattants. Alors Abdul Hussein Kill, il fera aussi ses débuts pro. C'est deux. Voilà, on a regardé un petit peu son adversaire. C'est deux combattants avec une expérience équivalente. Donc ça va être intéressant. En fait, là, c'est ce qu'on m'avait demandé pour Samouraï. C'était des profils début pro ou pas encore trop expérimentés. Et le deuxième combattant, c'est Ion Scoviala. Alors lui qui a déjà combattu en MMA, je crois qu'il a 3 combats pro, mais c'était il y a déjà quelques années. Donc lui, il m'avait demandé à reprendre. Il a repris l'entraînement il y a quelques mois. Et il m'avait demandé un combat pro, donc on a saisi cette opportunité-là. Pour les gens, pour les gens du Canada, du Québec, de Montréal, la Free Fight Academy, c'est quand même un gros gym en France. Vous avez ouvert deux gyms dans la région parisienne. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots un peu la philosophie, l'esprit de la Free Fight Academy? Ouais, alors la Free Fight Academy, c'est le club que j'ai fondé. Alors, il a changé de nom, mais il s'est appelé Free Fight Academy en 97, mais il a fait été fondé en 1995. C'était ma toute première association. Je pense que c'est un des premiers, voire peut-être le premier club de MMA en France. Je l'avais monté à l'époque quand moi j'ai débuté ma carrière professionnelle parce qu'il n'y avait pas de structure qui existait en France pour s'entraîner pour le MMA. Donc c'est moi qui ai monté la mienne et puis je cumulais un peu les rôles de à la fois combattant, entraîneur. J'étais mon propre manager aussi et c'était au début mes élèves qui m'accompagnaient et qui me coachaient sur mes combats. À cette époque, quand j'ai créé la Free Fight Academy, j'étais tout jeune. Les élèves avaient en général le même âge que moi. Et puis, ça a perduré au fil des années. Quand j'ai arrêté les combats, je me suis plus consacré à la casquette d'entraîneur. Et j'ai formé comme ça plusieurs générations de combattants. Euh, la philosophie principale, c'est que je crois que l'identité principale de la Free Fight Academy, c'est que c'est un club formateur avant tout. C'est-à-dire que bien sûr, quelquefois, des combattants arrivent d'autres gyms pour s'entraîner avec nous, mais la très très grande majorité de nos combattants ont été formés depuis leur début au club. Et ce qu'on essaye maintenant de faire, c'est de les accompagner tout au long de leur cursus, donc dans leur début en amateur, puis leur début professionnel, et même jusqu'au plus haut niveau, puisqu'on a des combattants qui ont signé avec Hexagon MMA évidemment, mais aussi avec le KSW, avec le Bellator, avec le PFL. Donc c'est un peu ça, moi, ma fierté, c'est de montrer que on peut former des combattants depuis le début et les amener jusqu'au plus haut niveau. Je voudrais revenir un petit peu sur Ion qui n'a pas combattu depuis 2019. C'est une question au head coach que je vais poser. Il n'a pas combattu depuis 2019 alors que son adversaire Olivier Poisson, lui, a combattu 12 fois entre 2019 et 2023 en amateur. Est-ce que toi, en tant que coach, tu crois à ce qu'on appelle communément chez les anglophones le ring rust? Est-ce que c'est quelque chose de réel pour toi? Alors moi, je pense que c'est quand même un peu un challenge pour Ion, hein, parce qu'il y a eu, comme tu dis, une longue interruption. Après, c'est quelqu'un qui s'entretient physiquement. Il n'a pas arrêté le sport. Il est en bonne forme physique. Maintenant, le challenge pour lui,
Ça va être, et puis il y a même le MMA est en constante évolution aussi. Donc de voir s'il peut voilà, s'il peut transférer, s'il peut se réadapter, transférer ses acquis et surtout retrouver la rage de vaincre. Je lui fais confiance parce que la demande vient de lui. Il m'avait demandé quelques mois auparavant à recombattre. Donc on a regardé l'adversaire qui est pas facile, hein, qui est effectivement très expérimenté en amateur. Euh, et on sait qu'aujourd'hui, le niveau amateur, il y a des fois pas beaucoup de différence avec le niveau professionnel. Donc, c'est sûr que ça va être un challenge. Je vais revenir un petit peu en arrière. Nous sommes à Kanawaki, réserve autochtone, territoire Mohawk, proche de Montréal. Le 22 janvier 2000, Mathieu The Warrior Nikour bat David Guigui par clé de talon en moins d'une minute, puis se paie Ali Nestor Charles avec une autre clé de talon en environ 5 minutes pour remporter le tournoi IFC, International Fighting Championship. Quel souvenir gardes-tu de cette soirée? Un souvenir extraordinaire, évidemment. C'était une autre époque, hein. C'était pas le MMA de maintenant. C'était l'époque des pionniers encore. Je crois que j'avais participé. Je crois que c'était donc le IFC, c'était la plus grosse orga en Amérique du Nord après l'UFC à cette époque-là. C'était l'époque où l'UFC avait perdu les pay-per-view, était un peu en chute libre, était un peu dans le creux de la vague. Le IFC, c'était peut-être la seule grosse organisation nord-américaine qui tirait son épingle du jeu, peut-être parce qu'ils organisaient à la fois au Canada et aux États-Unis, Ouais. qu'ils avaient pu conserver leur pay-per-view. Donc c'était un très très gros challenge pour moi de venir combattre. Ce qui les avait intéressés, c'était ma casquette de champion d'Europe de Valtudo acquise en Angleterre. Donc, c'était faire venir un combattant européen sur le circuit d'Amérique du Nord. Mais je pense que j'étais honnêtement pas favori parce que tout le monde considérait, même chez moi, même chez nous, que le niveau en Amérique du Nord était plutôt plus élevé que le nôtre. Mhm. Donc c'était un très beau challenge pour moi et une très belle récompense de remporter le tournoi, bien sûr. Revenir au Canada, au Québec, dans la région de Montréal avec tes étudiants, après avoir été champion ici il y a presque 25 ans auparavant, qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors ça représente beaucoup pour moi parce que c'est peut-être ma participation au IFC, c'est évidemment un de mes plus beaux souvenirs dans ma carrière sportive. Et puis c'est aussi un autre plaisir, c'est de retrouver le Québec parce que j'ai toujours beaucoup aimé le Québec. J'ai eu à un moment l'intention de m'y installer aussi. Donc finalement, la vie a fait que j'ai renoncé à ce projet, je suis parti à d'autres choses et j'ai fait ma vie en France. Mais c'est toujours une idée quand même qui me trotte dans la tête. On entretient de très bonnes relations. Bah, comme tu l'as dit, je suis matchmaker, directeur sportif de l'organisation Hexagone MMA, qui organise en France, mais aussi en Europe. Mais on entretient de très bonnes relations avec l'organisation Samouraï au Québec. Et j'avais envie peut-être de m'investir aussi sur Samouraï au Québec. C'est un projet qui me plairait énormément. Là, j'aimerais bien aussi pouvoir revenir avec plus de combattants, en anticipant plus les choses. Ça, c'est en discussion aussi avec les responsables de Samouraï. Et là, il y a eu un besoin de combattants à un instant T. J'ai saisi cette occasion en me disant, bah, ça sera une première prise de contact en réel et ça me permettra de voir les choses euh, voir les choses en direct et de revenir au Québec aussi. Moi, je suis vraiment très, très excité de vous voir venir ici en tant que franco-canadien. J'ai envie de revenir un petit peu en France aussi parce que c'est une question que je pose beaucoup ici aux acteurs de la scène MMA. Et pour toi, surtout qui est pionnier du MMA en France, je pense que la réponse va être vraiment intéressante. Un véritable OG du sport, comme on pourrait t'appeler, qui a connu la baston des années 90 jusqu'à aujourd'hui, dans un milieu où tu es resté vraiment très, très actif.
Qu'est-ce que tu penses de l'état du MMA en France en 2024? Moi, j'ai vraiment eu la chance de voir la naissance du sport, en fait, donc de le connaître à ses tout débuts, et de voir son évolution à travers les années. Et évidemment, même les techniques ont évolué, hein. J'ai dû me réadapter en tant que coach. Le MMA d'aujourd'hui est pas tout à fait le même que celui que moi je pratiquais en tant que compétiteur. Donc il y a eu une évolution extraordinaire du point de vue technique, du point de vue de la stratégie, des enchaînements spécifiques à la discipline qui n'existaient pas à l'époque où je combattais. Donc j'ai vu l'évolution technique euh, de la discipline. Euh, j'ai vu l'élévation du niveau global aussi. C'était pas du tout. On n'était qu'une poignée aussi à cette époque-là, hein. Donc maintenant, il y a un vivier de combattants qui est tellement plus important que le sport, du point de vue technique, s'est développé de façon phénoménale en un temps très court, je trouve, par rapport à d'autres disciplines. Euh, et j'ai vu l'évolution au niveau de la popularité aussi s'accroître. Et là, c'est la particularité de la France, c'est que j'ai vu cette évolution dans le monde entier, à part dans mon pays, en fait, où on est resté un petit peu bloqué. Nous, jusqu'à il y a 4 ans en arrière, le MMA n'avait pas de reconnaissance, ou peut-être 5 ans maintenant, je sais plus exactement, mais le MMA n'avait pas de reconnaissance légale dans notre pays et on ne pouvait pas pratiquer le MMA dans les mêmes conditions que vous, que n'importe quel autre pays. On avait un sport proche qu'on avait réussi à faire agréer par le ministère des Sports, qu'on appelait Pancras, mais qui se déroulait en ring, qui se déroulait sans frappe au sol. Donc ça change évidemment la physionomie du combat. Et pendant 25 ans, les combattants français ont été obligés de s'entraîner dans des règles qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, de combattre en France dans des règles qui n'étaient pas tout à fait les mêmes avant de s'exporter à l'étranger. Et là, donc évidemment, je l'ai vu grandir le sport en popularité, mais pas autant qu'il aurait dû en France. Et là, depuis ces 4 dernières années, depuis la légalisation, là, j'ai vraiment vu euh, une différence. D'abord, le fait de pouvoir organiser des compétitions amateurs en règle MMA en France, avec cage, avec octogone, dans les règles internationales, ça change énormément la donne parce que ça facilite beaucoup la préparation des combattants pour les échéances futures, que ce soit en amateur ou pour leur passage en professionnel. Le fait d'avoir des organisations professionnelles en France comme Hexagone MMA, c'est un facilitateur incroyable pour la carrière des combattants français. Et j'ai vu aussi le développement économique qu'il y a pu y avoir en France, c'est-à-dire que nous, la particularité, c'est que le sport n'intéressait pas les médias, très peu les médias français avant la légalisation. Depuis la légalisation, il y a eu des investisseurs, il y a eu des grands groupes financiers qui se sont montrés intéressés et il y a eu des chaînes de télé et des médias intéressés et la popularité du sport s'est décuplée en un temps, en un temps record en France de, de- depuis la légalisation qui remonte à quelques années à peine. J'ai l'impression, justement, tu parles un petit peu du côté business, puis ligue, etc., du MMA en France, d'un œil extérieur, parce que je peux pas tout suivre en tant que petit média, mais d'un œil extérieur, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de ligues professionnelles et amateurs aussi en France. Est-ce que, et surtout pour toi qui es matchmaker chez Hexagon MMA, est-ce que, et puis en tant que pionnier aussi, est-ce que tu trouves qu'il y en a trop? Est-ce que tu vois toutes ces ligues survivre pour les prochaines années en France, sachant qu'il y a aussi le UFC, le Bellator, PFL et maintenant KSW hein, qui s'arrêtent au moins annuellement à Paris ou ailleurs en France? Est-ce que ça va être un challenge pour toutes ces ligues de survivre dans un environnement qui devient de plus en plus compétitif? Alors c'est forcément un challenge. Maintenant il y a un équipe, forcément qu'il y a des ligues qui survivront pas parce que c'est pas facile. Parce qu'on a aussi la fédération française qui impose des règles drastiques que moi j'ai pas connues avant la légalisation. C'est beaucoup plus compliqué d'organiser.
pour le MMA que ce qu'on faisait avant quand c'était sous l'appellation Pancras. Pendant toutes les années précédentes, il y a un cahier des charges produit par la fédération à remplir qui impose des règles très très strictes, ce qui fait que organiser ça coûte aussi beaucoup plus cher, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Ça demande un gros investissement, ne serait-ce que pour l'achat ou la location d'une cage. Il y a des taxes fédérales qui sont importantes. Il y a une réglementation pour la sécurisation des athlètes, et c'est une très bonne chose, hein, mais qui impose de rémunérer un staff beaucoup plus important, que ce soit au niveau fédéral, au niveau des médecins. Donc c'est sûr que c'est très difficile. C'est sûr que tout le monde va pas pouvoir organiser de façon si simple pendant la durée. Mais en tout cas, je pense qu'il y a la place pour quand même beaucoup d'événements en France et que c'est nécessaire. Simplement, il va y avoir une hiérarchisation qui va se faire. C'est-à-dire que il y a, je pense actuellement, honnêtement, deux grandes ligues majeures en France qui sont Hexagone MMA et Ares. Euh, euh, qui ont réussi à émerger par rapport aux autres, qui ont un peu plus de moyens, qui mettent un peu plus les combattants en lumière. Mais là encore, il faut pas croire que c'est facile. J'entends des fois des managers disent oui, vous êtes la plus grosse ligue ou nana, comment ça se fait que ça c'est pas comme ci, ça c'est pas comme ça. Ça reste un business, c'est-à-dire que il n'y a pas un groupe de milliardaires qui s'amusent à dépenser ses sous et qui s'en fichent en fait. Ça reste un business qui doit être rentable et donc c'est pas simple. Hexagone MMA a réussi à émerger du lot, mais c'est au prix de sacrifices, c'est au prix de quelquefois d'essais, d'échecs, de remédiation. Donc c'est un travail qui est très très compliqué. Mais en tout cas, voilà, on est sur une ligne ascendante, c'est certain. Et puis, bah, il y a des plus petites organisations, mais qui sont nécessaires aussi, parce que bah, tout le monde peut pas tout de suite accéder aux très grandes ligues. Et je pense qu'il y a des petits événements qui se spécialisent même dans les combats amateurs, qui permettent aussi aux combattants d'acquérir une expérience en gala, en soirée, qui est très importante pour leur passage en pro pour le futur. Des petits événements qui s'adressent plutôt à des gars qui font leur début professionnel, donc qui vont être moins médiatisés, mais qui au niveau local sont très importants parce que moi je crois aussi beaucoup à ça. Il faut des événements locaux pour développer notre discipline. Bon, moi je suis sur la région parisienne, mais il y a tout le reste de la France. C'est pas aussi grand que chez vous évidemment, mais il y a plein d'endroits en France où il y a des gens qui sont passionnés, qui créent des petits clubs et qui ont besoin de se faire leur expérience, d'avoir leurs petits événements locaux avant de pouvoir intégrer des plus grosses promotions. Donc moi, je pense que il y a une sélection qui va se faire, mais qu'il y a un écosystème qui laisse largement assez de place pour toutes les orgas en France, les petites, les plus grosses, et que toutes ont leur place. Je vais devoir improviser une petite question. Est-ce que tu envisagerais d'avoir des combattants de chez Samouraï aller sur une carte d'Hexagone, par exemple, ou vice-versa, d'avoir une espèce de relation entre combattants? Parce que ici au Québec, c'est pas forcément facile de faire du matchmaking, d'avoir des niveaux qui sont comparables entre deux fighters qui sont plus haut dans le classement. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable dans le futur entre les deux promotions? Alors, pour être très honnête, on est déjà en train d'en discuter. C'est pas quelque chose qui est simple à mettre en place, mais on aimerait beaucoup faire ça. On aimerait qu'il y ait une collaboration euh, entre Samouraï et Hexagone MMA et de pouvoir faire notamment des échanges de combattants et un travail commun entre les deux promotions. Et moi, à titre personnel, ça me tient beaucoup à cœur, un axe
des Français du Québec et des Français de France pour travailler ensemble, des passerelles, des passerelles entre nos deux régions. Ça me plairait beaucoup à titre personnel. Et comme je te l'ai dit, j'ai un très très beau souvenir du Québec sur le plan sportif, mais pas seulement. J'ai aussi le souvenir d'avoir été très très bien accueilli. Euh, c'est pas souvent quand tu arrives dans un pays étranger, assez souvent les combattants soutiennent leurs combattants Ouais. local et tu te fais huer parce que bah, voilà, t'es celui qui vient affronter le local. Et moi, quand je suis arrivé au Québec, ce que j'ai entendu en premier, c'est tu es chez toi ici. Et ça, c'était quand même extraordinaire de traverser un océan, de faire des heures d'avion et d'entendre ça en arrivant. Et je m'en souviendrai toujours. Bah écoutez, c'est sur ces magnifiques paroles que on va terminer cette interview. J'ai quand même envie de faire un minimum de promotion parce que pour les Français qui veulent découvrir un petit peu le MMA québécois, les fights seront sur le UFC Fight Pass. Et s'ils veulent suivre les combattants de la Free Fight Academy, les combats seront sur le UFC Fight Pass et en replay si vous voulez pas rester à des heures pas possibles dans la nuit. Et pour le public canadien, bah écoutez, je pense que vous aurez un beau petit morceau de France qui va se présenter à la TOU de Montréal le vendredi 30 août. Énorme merci Mathieu Unicourt, ça me fait énormément plaisir en tant que Français francophone, franco-canadien du Canada de t'avoir sur la chaîne. Et puis, merci encore. Et puis, je te vois le vendredi 30 août à la TOU à Montréal. Merci beaucoup à toi de ton intérêt et au plaisir de se voir très vite. Yes. Merci beaucoup, Mathieu. Bye. Bye. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.